Bonjour à tous et merci beaucoup à Dalibo de me proposer de présenter Azimut ici. Donc je vais vous présenter Azimut, qui est le logiciel que je développe pour justement travailler autour des bases de données. Donc ça ne peut pas être directement lié à PostgreSQL, mais plutôt autour de l'écosystème. Donc je me présente, Loïc Nuchel, je suis le créateur de Azimut. Alors j'ai pas du tout un background DBA, j'ai plutôt un background développeur. J'ai été petit à petit architecte, donc vraiment dans le développement logiciel et pas du tout dans les bases de données. Alors Azimut, qu'est-ce que c'est alors moi je le définis de manière très très large comme un logiciel qui permet de comprendre et de travailler avec ces bases de données, mais surtout à l'échelle. Parce que la plupart des problèmes que j'ai rencontrés avec les outils que je devais utiliser en tant que développeur, c'est que dès qu'on travaillait sur des grosses bases de données, ça devenait ingérable. Et donc c'était vraiment le point de départ d'Azimut, de dire ok, je veux faire peut-être des choses qui sont assez communes, vous allez voir, mais qui vont fonctionner à large échelle. Donc typiquement un cas qu'on peut rencontrer souvent, que j'imagine que vous avez déjà rencontré un certain nombre de fois, c'est vous avez une requête un peu complexe. Alors celle-là, elle n'est pas si complexe que ça en vrai, hein. C'est juste deux unions avec des joins, mais c'était juste pour illustrer. Et donc du coup, vous voulez comprendre la requête. Et donc très probablement le réflexe que vous avez, c'est d'aller sur faire un plan d'exécution, aller sur explain d'Alibo pour voir un peu comment ça se concrétise. Donc ça, c'est typiquement un réflexe DBA d'aller comprendre comment ça s'exécute pour potentiellement optimiser la perf ou autre. Mais des fois, en fait, on veut pas juste comprendre comment PostgreSQL interprète la requête, mais aussi qu'est-ce que fait la requête d'un point de vue métier. Ça, c'est plutôt le côté un peu plus développeur pour peut-être optimiser la requête, pas tant juste d'un point de vue pure performance, mais aussi d'un point de vue métier, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui ne servent à rien dans la requête et ce genre de choses-là. Et donc, c'est là que Azimut peut venir aider. Donc Azimut, donc ça c'est la homepage de Azimut, il y a deux grandes parties. Une partie qui est sur l'exploration, et c'est ce qu'on va voir dans un premier temps, puis une deuxième partie sur l'analyse de la base de données. Donc Azimut, ça s'utilise très simplement avec une simple ligne de commande, npx azimut explore et votre URL de base de données. Et donc ça va tout simplement démarrer Azimut avec votre schéma de base de données, le tout en local, donc il y a une gateway locale qui va se lancer, et ça va lancer Azimut, mais ce sera juste le front-end navigateur qui va se connecter avec cette gateway locale et se connecter à votre base de données, ce qui fait que tout reste sur la machine de la personne qui lance ça, et notamment, ça a aussi accès aux bases de données locales, comme on voit ici. La base de données, c'est localhost. Donc si je lance cette commande-là, je vais avoir ce premier écran-là, qui est l'écran de démarrage d'Azimut sur une base de données Ghostepeak. Donc Ghostepeak, c'est un de mes projets perso pour faciliter l'organisation de meet-up pour les organisateurs de meet-up, donc avec les speakers, les salles et ainsi de suite. Donc on va prendre ça comme exemple. C'est une petite base de données qui fait 28 tables, mais on va imaginer qu'il y en a beaucoup plus, peut-être 2 zéros de plus. Typiquement, les plus gros utilisateurs actuels aujourd'hui d'Azimut ont des bases de données autour de 3500 tables. Donc du coup, après, ça va commencer à être un poil plus compliqué pour des questions de poids du schéma. Et donc du coup, ici, si on reprend notre use case de la query, donc on arrive ici, et on va pouvoir, par exemple, dire on veut le layout de la query. Donc on va avoir cet écran, copier-coller notre query, et avoir toutes les tables avec toutes les colonnes pour uniquement cette query. Et donc déjà, on y voit un peu plus clair. Puis si on réorganise un petit peu les tables, là, on va avoir quelque chose qui commence à prendre du sens. Et on va voir très simplement qu'on a les proposals et les external proposals avec toutes les tables un peu avec lesquelles elles sont liées. Donc ici, on peut avoir deux groupes et on voit très bien les deux parties avec le union. Donc ça, c'est le premier use case qui peut être assez pratique pour explorer sa base de données. Mais évidemment, ça ne s'arrête pas là. C'est qu'une fois qu'on a ce schéma, ce diagramme ici, Azimut, finalement, il a extrait tout le schéma, les statistiques et pas mal de données sur la base de données. Et donc, très facilement, on peut voir les détails d'une table, par exemple, ici, et voir toutes les contraintes, primary key, les uniques, les index, toutes les références, et pas mal d'autres choses. Donc, ce qui permet d'avoir tout visuellement sous l'œil, et pour n'importe quelle table, en un clic. De la même manière, pour les colonnes, on a la même chose. Donc avec ici des statistiques, et on voit même les common values avec leur pourcentage d'occurrence, ainsi de suite, ce qui permet de très facilement se faire une idée de
comment est structurée notre base de données, qu'est-ce qu'il y a dedans, que ce soit en termes de schéma, mais aussi en termes de données. Donc ça, c'est cool, ça a été le use case de j'ai une requête et j'essaie de comprendre ce qu'il y a dedans. Et des fois, on a, peut-être un peu moins en tant que DBA, peut-être un peu plus en tant que développeur, on veut comprendre une partie de la base de données. Donc par exemple, voilà, quelqu'un vient nous voir et on discute de ça et comment ça se passe. Et donc, de la même manière, on peut commencer sur Azimut, mais au lieu de générer à partir d'une requête, on peut générer à partir d'un prompt, parce qu'on est à l'ère de l'IA aujourd'hui. Et donc, typiquement, mettre un prompt. Alors ici, vous allez voir le prompt hyper détaillé, partners. Donc, on veut voir, par exemple, toutes les tables qui sont en lien avec les partners sur Ghostpeak. Et donc, du coup, il va nous gérer un graphe très complexe ici, parce qu'évidemment, on est sur une petite table. Mais l'idée, c'est que pour une base de données plus complexe, on puisse avoir un prompt plus ou moins détaillé. Donc, c'est à vous de, des fois, un peu itérer là-dessus pour afficher les tables qui font du sens et avoir pas le layout parfait des points de départ, par contre, un layout intéressant pour démarrer. Et une fois qu'on a ce layout-là, on va pouvoir itérer dessus. Par exemple, dire peut-être qu'en fait, il manque des tables ici, partner, il y a peut-être plus de choses intéressantes autour. Et donc, par exemple, aller explorer sur la primary key toutes les tables qui pointent sur partners. Et donc dire, OK, en fait, il y a des contacts et des venues. Et donc, du coup, on va pouvoir les afficher. Donc là, on peut construire et étendre son layout. Donc via les relations, donc les primary keys, mais aussi les foreign keys. Si on clique directement, par exemple, sur Group ID, ici sur Partner, on va avoir ça. Mais on peut aussi le faire via une recherche. Et donc ici, la recherche, ça va être une recherche fuzzy sur l'ensemble des données que Azimut a pu récupérer. Donc c'est-à-dire évidemment le nom de la table, mais aussi le nom des colonnes, aussi les commentaires SQL de la table et des colonnes, les noms des relations, les types, et tout ce qu'on a pu trouver, pour avoir une recherche la plus exhaustive. Donc par défaut, on suggère quelques tables qui sont les tables avec le plus de relations. Et ensuite, on peut rechercher. Donc on voit ici, grâce à la recherche fuzzy, avec une faute d'orthographe, on trouve quand même la bonne table. Qu'on peut ensuite ajouter évidemment au layout et donc construire petit à petit son layout pour représenter la partie qui nous intéresse dans notre base de données, parce que c'est vraiment ça le gros sujet d'Azimut, c'est de ne pas visualiser l'ensemble de sa base de données, mais uniquement les parties pertinentes pour notre use case, parce que c'est ça qui fait du sens sur les bases de données qui commencent à être complexes. La dernière partie d'exploration sur Azimut, ça va être le find path, et donc tout simplement trouver un chemin entre deux tables. Donc des fois, on sait par exemple ici, on a des proposals, c'est-à-dire des talks qui ont été proposés à des conférences, et des partners. Et on va se dire comment je peux joindre ces deux données parce que j'ai une requête qui doit utiliser ces deux données-là. Donc Azimut va chercher dans tout le graphe des tables et des relations pour trouver les chemins possibles entre ces deux tables. Donc vous allez en trouver énormément. Il faut raffiner petit à petit. On peut supprimer des tables, supprimer des colonnes et ainsi de suite. Et donc trouver, par exemple, quelque chose qui fait du sens ensuite pour nous. Donc ça, c'est cool. On a pu explorer notre base de données petit à petit à acquérir de la connaissance. Et souvent, en fait, quand on fait ces explorations-là, on découvre de nouvelles choses. Et c'est souvent le bon moment pour aller la documenter. Et donc, du coup, on va voir comment Azimut permet de documenter petit à petit sa base de données sans faire de grosses documentations là-dessus. Donc le premier point, c'est ici, j'ai repris le layout qu'on avait sur notre requête initiale. Et donc on peut rajouter ce qu'on appelle mémos sur Azimut dans le layout directement. Donc c'est un peu des sticky notes si vous voulez. Donc ici, j'ai mis par exemple à droite la requête entière, qui est un peu grosse, qui fait que le layout est un peu petit. Une colonne un tableau avec un résultat de la requête, pour donner un exemple. Et ainsi de suite, finalement, c'est des éléments markdown qu'on va pouvoir poser dans le layout pour documenter pourquoi on a fait ce layout-là, quelles sont les différentes parties, et ainsi de suite. Donc ici, c'est pas le plus beau des layouts que j'ai fait, mais du coup, ça explique un peu comment ça sert. On peut faire des layouts un peu plus sympas, comme ici, avec de la couleur. On peut rajouter des groupes aussi autour des tables, ainsi de suite, des images, parce que c'est du markdown. Et donc avoir, par exemple, des layouts qui sont pour expliquer une partie. Donc ici, on peut avoir un groupe de layouts pour l'onboarding et dire, voilà, donc si tu découvres cette base de données, tu peux regarder ce layout-là, puis après tu peux aller sur l'autre, et ainsi de suite, et chaîner les layouts dans des groupes ou en disant où aller directement. Ce qui permet de découvrir un peu plus la base de données. De la même manière, on va pouvoir documenter pas uniquement les layouts, qui sont plutôt centrés sur des use cases, mais aussi le schéma. Donc ici, on va documenter la table proposal avec un texte ici, en expliquant que c'est une proposal, c'est un talk qui a été soumis à un CFP.
Et puis avec un peu tout ce qu'on veut. Donc c'est bien quand on fait ça de structurer la documentation qu'on veut mettre avec peut-être des catégories qui reviendront un peu de partout parce que c'est plus clair là-dessus. On peut aussi mettre des tags. Donc par exemple ici on a un tag owner group pour dire que le owner d'un proposal c'est un groupe. Donc ça c'est quelque chose d'assez métier. De la même manière on peut documenter des colonnes. Donc ici sur la colonne statut on met par exemple, toutes les possibilités qu'on a, donc pending, accepted, declined, mais aussi potentiellement la statut auquel on a pensé. Donc c'est souvent un bon endroit pour discuter du schéma, de ses évolutions, des choses qui ne vont pas. Comme par exemple ici, on voit par exemple sur les speakers, c'est un très mauvais choix de design, on a concaténé les ID dans un champ texte, il ne faut pas le faire. Mais PostgreSQL le gère quand même et ça marche. Le problème, c'est qu'on est obligé d'utiliser un string to array, de faire des splits, tout ça sur les joins, c'est pas très agréable. Et donc du coup, on peut dire attention, on va mettre un fix mini avec un petit warning pour expliquer que là, sur cette partie-là, c'est bien de changer. Et donc comme ça, on peut documenter son schéma de n'importe quelle table, n'importe quelle colonne. Si on a pas mal de layouts, un bon plan, ça va être de les organiser. Donc ça, c'est bien de le faire dès le début. Et donc de dire, en fait, on va avoir des dossiers. Donc par exemple, ici, un dossier onboarding avec des sous-layouts qui vont pouvoir dire, voilà, ici, l'introduction, c'est un peu le screen qu'on voit ici. Puis après, le plan des speakers, le plan des événements, pour les partenaires, pour les vidéos, et ainsi de suite. Pour dire, voilà, c'est ça les différentes grandes parties de notre application. Et c'est comme ça que ça marche. Et documenter ça de manière très visuelle. Donc ça, pour l'instant, on est resté essentiellement sur la partie schéma. Mais Azimut permet aussi, quand on lui donne une connexion à une base de données, d'aller sur une partie données. Et donc d'explorer les données, un peu comme on explore le schéma, et c'est ce qu'on va voir ici. Donc ici, je suis reparti d'un tout petit schéma. Et donc on peut voir en bas, ici, on a from source. Donc on le verra un petit peu plus tard, mais Azimut peut avoir plusieurs sources de données. Et donc on peut requêter les données d'une source. Donc par défaut, sur une table, ça va être un select étoile. Donc évidemment, Azimut rajoute les limites, parce qu'on ne veut pas tuer la base de données non plus. Mais vous pouvez écrire n'importe quelle requête et elle sera exécutée sur la base de données en utilisant la gateway qui est lancée en local sur votre machine. Et une des particularités d'Azimut, c'est qu'il parse la requête et il arrive à garder le lien entre les colonnes du résultat et le schéma. Donc par exemple ici, cette première colonne, ID, on sait que c'est la colonne ID de talk, et donc du coup que c'est une primary key, où on a aussi par exemple les foreign keys, et donc on peut aller afficher une row spécifique directement dans le diagramme. Et donc ici, au lieu d'avoir une table, on va afficher une row de données, ce qui va nous permettre ensuite de naviguer dans les données comme on navigue dans le schéma. Donc, par exemple ici, en cliquant sur speaker, on va avoir le speaker qui correspond, ou en cliquant ici sur l'ID, on va avoir toutes les tables qui ont une relation dessus, et toutes les rows de ces tables-là qui pointent dessus. Donc évidemment, ça, il faut faire gaffe niveau performance, et notamment, il y a une limite à 20, donc on verra un petit peu plus tard, mais ça permet, quand il n'y a pas trop de liens, de naviguer hyper facilement. Donc si on clique dessus, on va pouvoir créer son layout ici, donc on a mis les external proposal, on voit qu'on a 2 talks pour ce user-là, et on voit par exemple sur le user qu'on a énormément de tables qui pointent dessus, avec un certain nombre de rows de temps en temps, donc des fois beaucoup, pour les commentaires, les contacts, les événements, mais des fois pas beaucoup, par exemple pour le CFP, les groupes, les logins ou autres. Et donc du coup, on va pouvoir naviguer là-dedans assez facilement. Donc ça, c'est cool. Comme je disais au début, on est à l'ère de l'IA, et donc du coup, une des fonctionnalités qu'on m'a beaucoup demandé, ça a été de générer des requêtes SQL par IA. Donc ça, je sais que ça fait beaucoup débat. Mais en tout cas, c'est possible de le faire avec Azimut. À vous de l'utiliser avec parcimonie et sagesse. Donc typiquement, on reprend l'éditeur. Et donc juste à côté de l'éditeur SQL, on va pouvoir generate SQL from text. Et donc du coup, on va pouvoir mettre son prompt. Donc si je lui demande les nombres d'utilisateurs créés par jour pour toute l'année 2024. Et il va me générer la requête. Un bon plan pour générer des requêtes qui marchent bien, c'est qu'en fait, donc ici c'est avec ChatGPT, il est assez bon sur la syntaxe SQL et transcrire de l'anglais en SQL, ça il n'y a pas de problème. Là où il est assez mauvais, c'est sur la compréhension métier de votre base de données et du modèle. Donc tant qu'on utilise des noms de tables et des noms de colonnes assez clairs, il va plutôt sortir des choses pertinentes, y compris sur des syntaxes pas simples.
En tout cas, pour moi, de mon niveau, c'est pas non plus une requête triviale. Peut-être que pour vous, ça l'est. Et donc, du coup, ensuite, on peut tout simplement exécuter la requête et avoir les résultats. Donc, on voit effectivement que Ghostpeak n'a pas énormément de nouveaux users tous les jours. Mais ça, c'était plutôt attendu. Azimut a une particularité, c'est d'avoir pas seulement une connexion à une base de données, mais pouvoir se connecter sur autant de bases de données, ce qui est assez classique sur beaucoup de clients SQL. En revanche, il va permettre de pouvoir les explorer en même temps dans la même interface. Donc comment ça fonctionne? C'est que on va avoir des sources, donc plusieurs, donc ça peut être des bases de données, mais aussi des scripts SQL avec tous les create tables ou autres. Et toutes ces sources-là vont être mergées dans le modèle d'Azimut, qui est le schéma théorique du merge de toutes ces sources-là. Et ensuite, les layouts vont pouvoir utiliser ce modèle d'Azimut pour faire les layouts, justement. Et donc, on va pouvoir, dans un diagramme, dans un layout, afficher n'importe quoi qui vient de toutes les sources. Donc ici, c'est l'exemple que j'ai sur la homepage de Azimut, où on voit un exemple de site e-commerce très basique. C'est moi qui l'ai conçu, donc j'ai pas pu aller très très loin. Il y a à peu près 90 tables réparties sur 9 bases de données différentes, y compris avec des technologies différentes. Donc ici, on a le produit catalogue et le shipping qui sont en PostgreSQL. On a le billing qui est en SQL Server, l'identity qui est en MariaDB, et le shipment qui est même en MongoDB, donc qui est pas du relationnel. Et on peut extraire tous ces schémas-là et faire un layout avec des tables de différentes bases de données pour pouvoir représenter ici, par exemple, le cycle de vie d'un produit et ce qui va se passer. Donc c'est assez pratique dans des environnements microservices ou autres en fonction de vos use cases. Donc là, typiquement, si on ouvre les settings du projet, on va voir toutes les bases de données. Et donc on peut en rajouter d'autres. Donc là, vous voyez les bases de données qui sont supportées par Azimut. Mais aussi, on peut rajouter du SQL, Prisma qui est un ORM Node.js, du JSON directement, donc c'est des choses qui ne sont pas des bases de données, mais qui se modélisent assez bien sous forme de tables, colonnes et relations. Du coup, vous pouvez le formaliser, donc il y a le schéma qui est expliqué, et l'intégrer dans Azimut là-dessus. Et de la même manière, quand on a donc plusieurs bases de données, on va avoir un sélecteur pour savoir sur quelle base de données on veut exécuter notre requête SQL là-dessus. Et donc du coup, comme sur le schéma, on peut aussi le faire la même chose côté données, et donc du coup avoir des rows qui viennent de différentes bases de données représentées sur un même schéma. Et on peut même naviguer, alors j'ai pas la petite démo ici, d'une row à l'autre en passant des barrières de base de données. Tout simplement parce que c'est tout simplement un select étoile sur une primary key. Et en fait, c'est Azimut qui va savoir que là, cette row-là, elle va être sur une autre base de données. Donc on peut très facilement passer du shopping au billing, au shipping et ainsi de suite, sans avoir à changer de connexion. Et en tout cas, juste en un clic, avoir toutes les rows qui correspondent. Et ça, pour le coup, moi, en tout cas, j'étais assez étonné de la facilité avec et de la magie que ça donnait un peu là-dessus. Alors il y a une chose, peut-être, je sais pas, peut-être ça va moins vous concerner, mais en tout cas c'est une autre partie intéressante de Azimut, c'est sur la partie design de base de données. La plupart des outils qui font du design de base de données ont des interfaces assez complexes, avec beaucoup de boutons, beaucoup de champs texte. Il va falloir créer une table, créer une colonne, créer une foreign key en disant quelle colonne on veut mettre dedans, et ainsi de suite. Sur Azimut, j'ai pris le parti pris de pas du tout faire ça et de créer à la place un DSL, un Domain Specific Language, ce qui est tout simplement un langage qui va modéliser un schéma de base de données. Alors vous allez me dire, SQL, ça marche très bien pour ça, c'est vrai. Sauf qu'il y a énormément de spécificités, il y a beaucoup de dialectes SQL différents, beaucoup de rigueur, de la syntaxe supplémentaire que des fois un peu pénible. Là, le but de ce langage-là, c'est d'être le plus simple possible, le plus rapide. Moi, je m'en sers énormément pour brainstormer. Et donc, typiquement, quand je brainstorm, j'écris par exemple juste mes noms de tables. Puis après, je rajoute mes noms de colonnes importantes. Et puis après, je rajoute les colonnes moins importantes. Et puis après, des attributs. Et puis là, c'est la première key. Puis là, je mets un type. Et ainsi de suite. Donc, des choses qui seraient totalement invalides en SQL. Et il faudrait se poser beaucoup de questions. Où là, le langage est tellement libre qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Et donc, du coup, ça permet de prototyper facilement. Et puis ensuite, de rajouter ce qui va bien pour être de plus en plus strict. Et potentiellement passer sur du SQL ensuite. Donc évidemment, la manière la plus évidente de l'utiliser, c'est de l'utiliser dans Azimut. Donc vous pouvez créer une source de type AML et donc du coup avoir ce schéma que vous définissez dans Azimut, visible dans Azimut. Et donc potentiellement,
merger avec vos bases de données. Donc ça peut être pratique pour designer de nouvelles parties si vous avez une nouvelle feature ou des nouvelles choses, avoir justement dans un layout des tables existantes avec des nouvelles tables AML. En revanche, comme vous le voyez là, c'est juste un texte area, donc juste un champ texte, et c'est pas très sympa pour écrire. Donc moi, souvent, ce que je recommande, c'est d'écrire du AML ailleurs, et ensuite de venir le copier-coller dans Azimut. Donc typiquement, par exemple, il y a des convertisseurs qui permettent de convertir d'un dialecte dans un autre. Donc il y a plein de dialectes sources et un certain nombre de dialectes destination, mais ici, par exemple, on prend l'AML qu'on convertit en PostgreSQL, et donc automatiquement, ça va le convertir. Bon, ça, c'est l'intérêt du convertisseur, mais l'autre intérêt, c'est surtout qu'on va avoir de la coloration syntaxique, des erreurs directement dans l'éditeur, de la complétion, et ainsi de suite. Et si vous voulez passer un peu l'étape d'après, que vous utilisez VS Code, il y a un plugin VS Code qui permet de faire exactement ça et qui est encore un peu plus puissant et qui permet d'avoir donc la coloration syntaxique, comme on voit ici, mais aussi des suggestions, comme par exemple ici, toutes les primary keys sur lesquelles on peut faire cette relation. Et pas mal d'autres choses, des renames aussi. On peut renommer une table et puis ça va la renommer de partout et ainsi de suite. Donc vraiment, la meilleure expérience d'édition d'AML, ça va être dans VS Code avec ce plugin-là. Puis après, une fois qu'on a fini de l'écrire, on peut aller le mettre dans Azimut. Typiquement, cette source ici, qui est mon exemple de base de données e-commerce, elle fait, je crois, 900 lignes. Donc là, on a la ligne 500 de AML. Et en fait, ça s'écrit plutôt très bien. Ça prend un peu de temps, évidemment, mais c'est plutôt fluide comme expérience. Donc ça, c'était la première partie, la partie exploration, documentation, design, un peu sur les schémas et un peu sur la partie données. La nouvelle partie d'Azimut, donc une partie que j'ai commencé à développer il y a un petit moment, mais qui arrive de plus en plus, c'est la partie analyse. Et donc c'est là où on va voir comment Azimut peut recommander et vous aider à améliorer votre base de données au fur et à mesure. Donc j'ai pris le modèle de base de données de Metabase, qui est un outil de dashboarding. Donc j'ai importé ça, j'ai fait un petit layout. Et du coup, on peut demander une analyse à Azimut. Et donc il y a 9 règles qui sont très basiques, mais qui peuvent déjà donner un premier aperçu. Donc on voit par exemple sur Metabase, il y a des choses. Il y a 3 tables qui n'ont pas de primary key. Bon, peut-être ça vaut le coup d'aller regarder pourquoi elles n'ont pas de primary key, si c'est vraiment ce qu'on veut. Des relations qui manquent. Donc ça, c'est basé sur des conventions de nommage. On a par exemple un user ID et puis à côté une table users sans relation. Là, peut-être que ça vaut le coup de l'en rajouter une. Et notamment ici, ce que j'ai détaillé, on voit des index dupliqués. Donc du coup, il y a 14 index qui sont sur les mêmes colonnes de la même table, évidemment. Et donc du coup, peut-être que ça fait du sens. Probablement pas trop. En tout cas, probablement pas pour tous. Et donc ça vaut le coup d'aller regarder. Donc ça, c'est une première fonctionnalité dans Azimut qui donne quelques règles un peu basiques. Alors, vous savez probablement les appliquer, vous avez probablement en tête. Par contre, quand on doit les appliquer sur des bases de données qui ont 900 tables, 1000 tables, 2000 tables, là, ça devient tout de suite un peu plus pénible à la main. Et donc, du coup, c'est là où c'est cool d'avoir des checks automatiques qui ont regardé pour toutes les tables, tout ça. Mais j'ai voulu aller beaucoup plus loin et notamment itérer plus vite que l'intégrer directement dans Azimut. Donc, j'ai développé une CLI. Donc, c'est la partie NPX Azimut Analyze avec votre URL de base de données qui va justement extraire le schéma, les statistiques, l'historique des requêtes et appliquer tout ça sur un ensemble de règles. Donc ici, l'idée, c'est pas que vous lisez, c'est un peu illisible. Et donc faire pas mal de règles. Donc du coup, les règles, il y en a 27 aujourd'hui, j'en ai une trentaine à peu près en prévision, et qui vont s'appliquer sur différentes parties. Donc une partie schéma, où on va avoir un peu les mêmes règles qu'avant, les primary keys, index dupliqué, les relations manquantes, les relations qui ont des types différents de chaque côté aussi, ça peut être intéressant à regarder à minima. Une partie que j'ai appelée snapshot, donc ça c'est tout simplement où on va prendre les données de la base de données, les index. Donc, par exemple, regardez les index qui sont trop lourds, donc là c'est une métrique qui est configurable. Par exemple, quand la totalité des index est plus lourde que les données de la table, peut-être ça vaut le coup de s'interroger si on a trop d'index ou pas, s'ils sont vraiment utilisés. Les index ou les tables qui ne sont pas utilisés du tout, quand tu as une colonne avec uniquement des nuls, si on a des vacuums ou des analyses qui sont vieux, donc je crois que j'ai mis plus vieux qu'un jour, où on a beaucoup de dead row. Donc tout ça, évidemment, c'est configurable. Et ça nous aide à voir où est-ce qu'on peut focaliser son attention. Et puis des choses un poil plus évoluées, qui sont des trends. Et donc voir les tables ou index qui grossissent vite. Donc ça, pareil, on peut mettre un taux de croissance journalier, hebdomadaire ou mensuel. Et pareil pour une requête qui se dégrade en temps d'exécution. C'est-à-dire que elle n'est pas trop mal en temps d'exécution. Par contre, petit à petit, elle devient de moins en moins bonne et probablement qu'elle va dépasser des timeouts à un moment.
Donc tout ça, c'est l'état actuel d'Azimut. Et peut-être la question, c'est comment j'en suis arrivé là en tant que développeur, parce que c'est pas forcément naturel de passer côté base de données. Donc en 2020, j'étais recruté par Doctolib en tant que principal engineer et je devais, dans le cadre de mon rôle, travailler avec beaucoup d'équipes pour les aider sur la code base. Et je me suis beaucoup retrouvé comme ça à devoir comprendre rapidement le domaine métier de chaque équipe dans une base de données qui est assez volumineuse, celle de Doctolib, qui fait à peu près 1000 tables. Et donc du coup, sans outils adaptés, ça devient très vite compliqué de se faire une bonne représentation de comment les données sont modélisées d'un point de vue logiciel, et puis évidemment d'un point de vue de base de données, c'est souvent là le point de référentiel. Donc je l'ai développé à Azimut, puis je l'ai utilisé pour mes propres besoins, et puis je l'ai proposé évidemment à mes collègues. Donc après 4 ans d'utilisation, Azimut est pas mal utilisé chez Doctolib par tout type de personnes, donc des développeurs évidemment, mais aussi des data analysts, des product managers, des équipes au support, pour comprendre plus rapidement les bases de données, pour les documenter. Il y a à peu près 80 personnes par mois qui l'utilisent, ça représente 20% de la tech environ, donc c'est plutôt pas mal pour un outil qui n'a pas été poussé de manière hyper forte. Et il y a tout type d'usage. Donc déjà, j'ai appris récemment qu'ils l'avaient mis dans la Doctolib Academy, qui est leur formation d'onboarding qu'ils font à tous les nouveaux. Et ensuite, pour documenter les projets, pour expliquer aux autres comment ça se passe, l'identification des bugs sur la partie support, savoir à quelles équipes aller rediriger les bugs, le design d'un nouveau data mart, côté data, et ainsi de suite. Donc c'est assez varié. Donc si jamais vous voulez utiliser Azimut, moi je trouve que les très bons cas d'usage, ça va être comprendre une base de données complexe. Donc si vous voulez comprendre comment elle fonctionne, c'est un bon moyen de regarder ça, surtout quand elle est complexe, parce que du coup, aujourd'hui, moi, la seule vraie alternative que je connais, c'est le papier et le crayon ou le tableau blanc, et commencer à faire des schémas à la main, ce qui est sympa dans un brainstorming, mais des fois un petit peu long de tout réécrire. Ou alors consolider les connaissances d'une entreprise. Très souvent, on se rend compte que les connaissances, elles sont à la tête des employés, et que y a souvent une personne qui a depuis longtemps, qui répond à toutes les questions, qui a un peu le bottleneck, qui a un peu du mal à travailler, qui se fait interroger par tout le monde. Et donc, du coup, mettre ces connaissances-là dans un outil, c'est une bonne manière d'améliorer la collaboration. Alors, c'est pas nouveau, plein d'outils ont essayé de le faire. Par contre, moi, je connais que Azimut qui permet de le faire facilement dans un schéma visuel et de coupler l'exploration du schéma avec de la documentation. Donc, si vous démarrez avec Azimut, moi, ce que je vous recommande, c'est de demander à chaque équipe de faire un layout avec son scope sur lequel il travaille, ce qui permet d'avoir un travail hyper minimal par équipe, parce que finalement, leur scope, ils sont censés bien le connaître, et puis d'avoir une bonne partie de la base de données documentée avec plein de layouts sur plein de parties, parce que normalement, une équipe est sur un scope cohérent et qui fait du sens. Une autre bonne pratique, ça va être de définir un peu des templates des différentes catégories qu'on veut mettre dans les documentations de tables et de colonnes pour être sûr que ce qu'on veut mettre est pertinent et que les gens n'oublient pas. Après, ça peut se faire a posteriori, ça peut se faire au fur et à mesure. Donc ça, c'est la partie existante. Et en fait, pour 2025, j'ai pris une bonne résolution. C'est de lancer un tout nouveau projet que j'ai appelé Azimut Platform. Et le but, ça va être assez différent, mais assez complémentaire aussi. Ça va être un logiciel qui va regarder les données de la base de données pour anticiper les incidents de production. Donc, je me suis rendu compte en discutant avec beaucoup d'entreprises que très souvent la base de données n'était pas aussi bien surveillée que ce qu'elle devrait. Quand on a des outils de monitoring, ils ne sont souvent pas regardés. Et qu'en fait, avoir quelque chose qui remonte les alertes importantes et qui anticipe les alertes importantes, là-dessus peut avoir beaucoup d'intérêt. C'est ce sur quoi je commence à travailler. Donc aujourd'hui, je le fais exclusivement sur PostgreSQL, parce qu'il faut bien commencer quelque part, puis c'est la base de données que je connais le mieux. Mais le but, c'est que ce soit sur plusieurs bases de données, et que, évidemment, ça fonctionne à large échelle, un peu comme je l'ai dit au tout début, c'est le but de Azimut. Donc sur des gros clusters de bases de données, avec beaucoup de données, beaucoup de trafic, et donc d'avoir quelque chose qui ne soit pas trop impactant sur la production. Et le but, c'est de faire ça en partie avec des agents IA, pour détecter des problèmes qui seraient plus durs à faire. Avec, pour en rentrer dans les détails, si ça vous intéresse de venir en discuter. Donc là-dessus, c'est quelque chose que je démarre cette année. Je recherche des boîtes qui seraient intéressées par ça et qui seraient intéressées pour travailler avec moi là-dessus, parce que j'ai besoin de use case métier.
Et je vous ai préparé un petit questionnaire, si vous voulez le prendre, pour justement partager avec moi vos use cases, ce qui vous pose problème un peu, et comprendre qu'est-ce qui serait intéressant d'adresser le plus rapidement possible. Donc, n'hésitez pas à aller le renseigner sur Bitly, PG Reliability Survey. Et voilà. Et merci beaucoup, la présentation est terminée. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Moi, je connais déjà un peu la solution puisque ça a été présenté dans un meet-up. Mais j'avais une question. Quand on a une base de données qui n'a pas de FK et qu'on a des requêtes, est-ce qu'il est possible de faire un matching entre les tables qui sont dans la base et toutes les requêtes qu'on a et qu'on pourrait essayer de construire un modèle? Oui, tout à fait. Donc aujourd'hui, donc effectivement, ça, c'est une partie que j'ai pas mis dans la présentation, mais un des gros points d'Azimut, ça va être aussi de rajouter plein de petits utilitaires autour pour faciliter l'utilisation. Donc il y en a un certain nombre, mais notamment la partie détection et suggestion de relations. Donc il y a aujourd'hui en place quelque chose qui est basé sur des conventions de nommage. Et donc là, grosso modo, si tu as des conventions de nommage assez claires sur tes noms de colonnes qui vont sur des tables. Donc là, pour le coup, c'est fait. J'ai pris pas mal de conventions en compte et donc ça marche relativement bien. Effectivement, l'étape d'après sur laquelle je travaille, mais surtout j'attends d'avoir un vrai use case pour le développer, c'est de prendre l'ensemble de l'historique des requêtes, récupérer toutes les clauses join et puis suggérer toutes ces relations-là aussi. Parce qu'effectivement, je me suis rendu compte que un certain nombre de boîtes n'avaient pas de relations dans leur modèle. J'étais surpris, mais pas de primary key aussi. Bon, ça c'est chacun ses choix. Die extensions sont gérées, par exemple PostGIS. Pas de manière explicite. Après, je sais pas comment. Je la connais pas plus que ça, je l'ai pas utilisée, donc je sais pas comment elle fonctionne. Mais dans tous les cas, on verra les colonnes de tes tables, les types, ce qui est stocké vraiment, ça remontera. Donc après, j'ai pas de code spécifique pour les gérer ça, mais en tout cas, ravi d'en discuter avec toi s'il y a des choses spécifiques à mettre dessus, si tu as des idées. Oui, pour la partie modélisation. Euh, bah, Sur la partie modélisation, donc dans ML, elle est hyper flexible. C'est-à-dire que typiquement, tu peux mettre comme type ce que tu veux. C'est pas limité à des types PostgreSQL standard. Tu peux mettre type Toto si tu as envie. Et puis du coup, ce sera là-dessus. Tu peux définir des types custom aussi directement dans la modélisation. Ainsi de suite. Ce sera au moment de la. Donc, si tu génères du SQL derrière, il faudra peut-être l'adapter un petit peu. Mais justement, je l'ai prévu d'être très flexible là-dessus. Ce qui change du SQL qui, lui, doit vraiment s'exécuter. Moi, c'est plutôt de la modélisation, brainstorming, design, ça. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. J'ai un use case, si tu veux. Il y a plein de collectivités qui essaient de sortir Oracle ou des données, des bases de données Helix. Et du coup, là, il faut remodéliser tout. Intéressant, en tout cas, ravi si AML peut servir et si on en discute, avec plaisir. Merci. J'avais des questions, j'ai resté sur une première question tech. Moi aussi, je travaille un petit peu sur les logiciels qui sont sur plusieurs SGBD, et même toi, c'est plus que plusieurs SGBD, j'ai vu. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour, vraiment d'un point de vue dev, sur développer un truc qui soit multi-SGBD, déjà, juste ton avis un peu, pourquoi tu préfères PostgreSQL, ce qui est évident, je parle de principe, mais aussi, voilà, quels sont les défis que tu as relevés, quelles sont les impasses aussi de se spécialiser ou de se généraliser. Quel techno, toi, t'ont sauvé ou t'as dû refaire? Enfin, vraiment, voilà, je suis vraiment curieux de ton expérience là-dessus. Merci. Évidemment, PostgreSQL, pour moi, c'était un peu évident. C'est la base de données avec laquelle je travaille le plus, que je trouve hyper pratique d'utilisation. Et, donc là-dessus, et puis il y a moins de limites. Donc, je mets de côté les bases de données commerciales, genre Oracle et SQL Server, où quand on veut bosser soi-même dessus, c'est tout de suite un overhead. Mais MySQL, même, j'ai moins d'affinité, on va dire. Après, sur la partie difficulté, moi j'ai trouvé que,
En fait, la grosse difficulté de bosser avec plusieurs bases de données, c'est qu'il faut avoir un modèle unifié. Et donc, en fait, il va falloir modéliser quelque chose qui marche pour toutes les bases de données. Ce qui, dans mon cas, est pas évident, mais pas trop difficile parce que je rentre pas énormément en détail au fond de la base de données. Donc, on a eu ce matin la présentation de Power. Et typiquement, ce qu'ils font, le faire cross base de données, ça me semble très difficile. Et donc, tu es beaucoup plus spécialisé. Donc, pour moi, c'est un peu le choix de, quand tu es multi-base de données, forcément, tu peux aller un peu en détail. Et c'est ce que je fais, notamment avec l'historique des requêtes et tout ça, enfin, plus en détail que d'autres outils. Mais tu vas avoir des limitations, ou en tout cas, énormément de complexité pour arriver à modéliser ça. Côté outils, j'ai dû tout redévelopper moi-même pour deux raisons. Un, c'est pour avoir la main dessus. Et en fait, typiquement, par exemple, le parseur SQL, c'est assez pénible de, quand il y a des problèmes, de devoir dépendre d'une autre librairie externe, machin. J'ai préféré dire, je l'intègre. Il est peut-être un peu moins parfait que ce qu'on peut trouver ailleurs. N'empêche que dès qu'il y a un problème, je peux le régler, je le comprends et il n'y a pas de souci. Donc, ouais, niveau outils, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Après, la difficulté, c'est vraiment ça, la standardisation, les interfaces, le modèle, et comment tu interagis là-dessus de manière cross base de données. J'ai fait une grosse réécriture à un moment de comment je modélise la base de données. Alors évidemment, on dit c'est une liste de tables et une liste de relations, quoi. Mais quand on rentre dans le détail, c'est toujours un peu plus complexe. Et notamment, dans cette deuxième modélisation, j'ai intégré des objets, ce que j'appelais extra, où on peut avoir des clés valeurs un peu arbitraires, ce qui permet de stocker des choses custom qui ne seront pas compris par le moteur de base, mais qui peuvent être réinterprétées en source et en destination, et donc passer de la donnée. Ça, je pense que c'est un élément clé là-dessus, d'avoir des endroits où stocker de la donnée arbitraire pour que la personne qui extrait la donnée puisse la stocker, et puis quelqu'un qui veut la relire puisse l'interpréter, en sachant que là, voilà, c'est ça, et notamment, ça permet aussi d'avoir des choses custom. Par exemple, je mets aussi la couleur des tables, des fois, dans ces choses, donc ce ne sont pas du tout liés à Postgre ou une base de données. Donc, mais ouais, c'est toujours un petit challenge. Et t'as pas trop galéré avec les catalogues système d'Oracle? Si, mais pour être très honnête, j'ai galéré avec les catalogues système de toutes les bases de données. C'est vraiment ça la difficulté, parce que alors moi j'utilise Postgre souvent, et utiliser Postgre ça ne veut pas dire regarder son catalogue système. La documentation est super bien faite, ça c'était une très bonne découverte pour moi. Et d'ailleurs j'ai utilisé Azimut pour extraire le schéma du catalogue de données et l'avoir de manière visuelle. Ça c'était assez marrant. Mais oui, effectivement, toute l'intégration à chaque fois de chaque base de données, c'est se payer 2 jours à lire le catalogue la documentation du catalogue de données pour savoir quelle requête il faut faire. Et ce qui est compliqué, alors il y a des intégrations très basiques où juste je récupère le schéma, ça va. Mais quand tu vas aller un peu plus loin, récupérer les statistiques et des choses plus avancées, notamment pour faire mes recommandations, même en Postgre, c'est pas évident, il y a plein de choses, je sais pas si elles sont disponibles, pas disponibles, comment les avoir, comment faire mes requêtes, quels sont mes bons joins. Enfin, j'ai mis pas mal de temps à avoir mes requêtes qui sortent le modèle, parce qu'il y a évidemment 50 manières de le faire. Et avoir tous les bons joins, c'est pas trivial. D'accord. Et puis surtout, un tout autre sujet, est-ce que tu peux nous parler de la licence? Est-ce que tu as un modèle économique dessus? Comment ça fonctionne pour Azimut? Ouais, avec plaisir. Donc, Azimut aujourd'hui, c'est open source en licence MIT. Et j'essaye quand même de construire une boîte dessus. Donc, grosso modo, je compte sur le fait que les boîtes préféreront prendre des licences pas trop chères. Elles sont aux alentours de 30 € par utilisateur aujourd'hui là-dessus. Donc ça, c'est la version actuelle de Azimut, donc tout ce que je vous ai présenté. Donc totalement open source avec des licences si on veut, mais c'est possible de l'auto-héberger tout seul. Sur la nouvelle partie que je développe, pour l'instant, je ne le mets pas en open source. Je vais voir comment ça se passe. Très honnêtement, mon retour sur open source, c'est que ce n'était pas tant que ça un avantage, un argument là-dessus. Ça ne m'a pas ouvert beaucoup de grand-chose. Moi, je suis plutôt pour de manière philosophique, mais c'est vrai que ça pose aussi des obstacles d'un point de vue business. Donc, la première partie va rester open source. Voilà. La deuxième partie, donc c'est la partie que je suis en train de développer. Je commence pas open source, et puis ça me ferait plaisir de le passer en open source, mais à voir comment ça se développe.
aujourd'hui, mon plus gros challenge, c'est de trouver des clients pour en vivre. Ouais, bon courage. Merci. Merci Loïc.